Délivrez-vous. La 7e chaîne marque à la présentation. Bonjour à tous, bienvenue dans le 9e numéro Délivrez-vous sur la 7e chaîne. Marc au micro pour vous accompagner dans cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver. À mes côtés aujourd'hui, je salue Gabrielle et Ernestine, nouvelles chroniqueuses transfuges de l'équipe de l'info. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Bonjour Marc, bonjour Gabriel, bonjour à tous, moi je vais bien. Moi aussi ça va très bien, bienvenue Ernestine dans l'émission. Merci. Sans plus tarder, place au générique et à la première partie Délivrez-vous avec le livre du jour. Délivrez-vous. Première partie, le livre du jour. Pour notre 9e numéro Délivrez-vous, le livre du jour s'intitule « Le sport en France à l'épreuve du racisme du 19e siècle à nos jours ». Il est publié sous la direction de Claude Boly, Patrick Clastres et Marianne Lassus. Cet ouvrage a paru aux éditions Nouveau Monde. Le sous-titre est « Sport, xénophobie, racisme et antisémitisme ». Je précise que sport est ici au pluriel. Sur la couverture, de dos, un joueur numéro 8 entre dans le stade par un tunnel qui monte des vestiaires. Marc, peux-tu nous dire qui sont les auteurs ? Cet ouvrage est un collectif signé d'une vingtaine d'auteurs qui chacun apporte sa contribution. Ils sont historiens ou sociologues. Cette recherche, qui est une commande du ministère de la Jeunesse et des Sports, a pour ambition de brosser un panorama de la situation du 19e siècle à aujourd'hui en croisant les perspectives. Faut-il être sportif ou au minimum fan de sport pour être intéressé par ce livre ? Ce n'est pas nécessaire. J'en suis d'ailleurs la preuve, n'étant pas spécialement sportif ni même amateur de sport à haute dose, contrairement à vous deux autour du micro. Mais je pense que la lecture par les sportifs et surtout les intervenants en milieu sportif, en particulier les entraîneurs, ne pourra être que bénéfique. Plus que de sport, il est ici question de comportement et d'attitude vis-à-vis des autres par le prisme du racisme qui peut aussi se décliner en antisémitisme, sexisme ou homophobie. Pourquoi associer sport et racisme ? N'est-ce pas contradictoire avec les valeurs cardinales du sport ? A priori oui, cela semble en opposition car la fraternité, au-delà de la compétition, est une valeur portée par le sport et notamment avec le mouvement de l'olympisme. La question est de savoir si le sport est traversé par les mêmes dérives que la société dans son ensemble. Le sport peut être vu comme un puissant outil d'intégration ou un détestable exutoire des pires pulsions xénophobes. On se souvient du slogan de la France Black Blamber au moment du triomphe de l'équipe de France de football remportant la Coupe du Monde en 1998. Cet été-là, il semblait que tous les joueurs de l'équipe victorieuse, dont les origines et la couleur de peau étaient métissées, appartenaient à la nation et lui permettaient de briller au firmament du sport mondial. Pourtant, les mêmes stades de foot sont parfois le lieu de stigmatisation par certains supporters, de joueurs noirs par exemple, sans parler du racisme entre compétiteurs. La notion de racisme fait-elle l'objet d'une définition précise ? Oui, dès l'introduction du livre, des précisions terminologiques sont apportées. Le racisme peut avoir en effet diverses formes d'expression. Racisme préjugé, racisme comportement, racisme institution et racisme idéologie, selon le spécialiste Pierre-André Taguieff. On constate donc qu'il y a le racisme clair, lisible, affiché et revendiqué, et le racisme plus insidieux, discret, sournois. Le combat doit porter sur les deux niveaux. Il est important de bien mettre en exergue pour le dénoncer ce qui est latent et dissimulé. Quelle est l'articulation entre les articles de cet essai ? 3 parties le composent. Cela commence avec une perspective historique sous le titre Sport, altérité et racisme. La seconde partie, communauté, exclusion et intégration par le sport, multiplie les portraits par communauté. Italiens, juifs, polonais, portugais, maghrébins, outre-mer, c'est-à-dire notamment antillais et réunionnais. Enfin, la dernière partie traite des politiques de lutte contre le racisme dans le sport. Le mélange des contributions historiques et sociologiques est très pertinent. En effet, comprendre une situation d'aujourd'hui est toujours plus aisé lorsque l'on connaît les prémices et les fondements, c'est-à-dire l'histoire. Je pense que Gabriel sera d'accord. Il est ainsi intéressant de mesurer le rôle fort de socialisateur favorisant l'intégration qu'a eu le sport pour des populations immigrées venues s'installer en France. Selon les pays d'origine, ce ne sont pas les mêmes sports qui sont au devant de la scène. Quels sont les sports justement sur lesquels l'ouvrage s'arrête ? Bien évidemment, le football, sport roi, tient la part du lion. Mais ce n'est pas le seul. La problématique est plus large que le seul foot. Il est donc également question de natation, d'athlétisme, de cyclisme ou de judo. C'est intéressant car pour les non-spécialistes, cela montre que le foot n'est pas le seul sport à être concerné par le phénomène de racisme, de discrimination et d'exclusion, même si les médias s'y intéressent davantage.
Peux-tu nous donner quelques exemples de l'apport historique dans le livre ? Après la Première Guerre mondiale, un des rapprochements visibles entre la France et l'Allemagne sera l'organisation d'une rencontre de foot entre les deux équipes nationales, où l'on constate donc le rôle socialisateur, voire pacificateur du sport dans ce contexte. C'est ensuite la Seconde Guerre mondiale avec le régime de Vichy qui s'est comporté vis-à-vis des sportifs comme il se comportait à l'encontre de la population. Les Juifs étaient persécutés, le sport n'était pas un sauf-conduit pour échapper aux stigmates. En revanche, les sportifs noirs des colonies africaines françaises ne sont pas persécutés. Ils contribuent à défendre l'orgueil national face à l'ennemi. Constater cela est intéressant. Est-il aussi question du racisme dans les médias avec par exemple les reportages sportifs ? Oui. Et bien entendu, les commentaires de feu Thierry Roland sont discutés et rappelés. Les auteurs évoquent également les débordements de supporters souvent politisés du côté de l'extrême droite de l'échiquier politique. Ces hooligans, historiquement importés d'Angleterre, ont pendant quelques années défrayé la chronique française et contribué à jeter l'opprobre sur les vrais amateurs de sport, chauvins mais pacifiques. Je vous propose, chers chroniqueurs, après cette présentation du livre « Le sport en France à l'épreuve du racisme du 19e siècle à nos jours », que l'on passe à la première question de notre débat. Nous allons commencer par une citation, oui, une citation de Willy Sagnol, ancien international de foot, ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux depuis pas très longtemps, enfin il s'est fait virer il n'y a pas très longtemps, sur laquelle donc, citation, nous allons nous attarder. Il a dit, je cite, « L'avantage du joueur typique africain, c'est un joueur qui est prêt au combat généralement, qu'on peut qualifier de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est aussi de la technique, de l'intelligence, de la discipline. Il faut de tout. Des Nordiques aussi. C'est bien les Nordiques. Ils ont une bonne mentalité. » Voilà, c'est signé Willy Sagnol il y a quelques années. Alors, que pensez-vous d'une telle déclaration pour ouvrir le débat ? Ernestine ? Bah déjà, sur sa citation, c'est vrai qu'il y a la dernière phrase qui me choque beaucoup. C'est, je le redis, des Nordiques aussi, c'est bien que les Nordiques ont une bonne mentalité. Mais en fait, pour moi, c'est tout le monde. Enfin, tout le monde a une bonne mentalité. Il y a des gens qui ont une bonne mentalité, il y a d'autres personnes. Bon, voilà. Mais il est Quelle que vraiment soit dans- la couleur de peau il est et dans- Mais peu importe la morphologie, couleur quoi, de c'est ça. peau. Enfin, On va quoi en qu'il discuter, soit. mais il est vraiment dans le cliché, dans le stéréotype, c'est-à-dire Mm. l'Afrique, c'est le noir, c'est la puissance, c'est donc le côté physique. Le nordique, c'est le blanc, c'est l'intelligence, c'est le côté psychique. Mais Alors, Royal. juste pour revenir dans le contexte de l'époque, donc il faut rappeler qu'à ce moment-là, Willy Sagnol était sélectionneur de l'équipe Espoir et qu'ensuite il est devenu sélectionneur du entraîneur du Girondins de Bordeaux et c'était au début. Et que à ce moment-là, donc c'est un jeune entraîneur et au niveau communication, il n'était pas terrible, ça s'est vu dans sa citation. Oui. Dans ce qu'il dit dans sa citation, donc moi je condamne tout à fait la forme dont il l'a dite. Après, lui en fait il s'est mal exprimé. D'ailleurs il a dit que en fait quand il a dit cette phrase-là, c'est des stéréotypes, mais que lui en fait il voulait dire autre chose qui est parfois vrai. C'est-à-dire que souvent les joueurs d'origine africaine sont des joueurs qui sont beaucoup plus physiques et souvent on les met en défense et tout ça. Et que lui il parlait aussi de joueurs qui pourraient être plus techniques. Mais sauf que cet argument-là que certains disent, je suis pas forcément d'accord parce qu'on a des exemples de joueurs d'Afrique qui sont très techniques et qui sont pas forcément très physiques. Après, certes, c'est vrai qu'il y a aussi des joueurs qui sont très physiques et pas beaucoup tactiques. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui est spécifique aux joueurs noirs. Mais après, je vois ce qu'il veut dire dans sa façon au niveau du football, mais la façon dont il le dit, c'est totalement improductif. Et je suis d'accord avec toi. Par contre, la deuxième partie de la phrase, là, même s'il s'est mal exprimé ou quoi, ça veut absolument rien dire et c'est tout à fait incohérent et grotesque. Je laisse la parole à Ernestine. Juste pour compléter, Willy Sagnol, à ce moment-là, nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, il a une influence, il a un pouvoir, c'est-à-dire dans le sens où il est vis-à-vis des jeunes aussi, il peut être une référence. C'est en ce sens-là où chacun des mots qu'il va dire, et on discute de la Très stupidité raciste de ce qu'il dit. Après, il ne faut pas non plus qu'on fasse un amalgame en disant nous, Willy Sagnol est un raciste. Déjà, je ne le connais pas. Ce que j'allais dire, c'est que justement, en plus, c'est une des premières fois qu'il fait une sortie comme ça. Il n'était pas connu par le passé dans sa carrière de joueur et courte carrière d'entraîneur avant pour des propos racistes. Donc après, quand lui il nous dit que c'est en gros une maladresse qu'il a dit à l'oral, on peut le croire, mais après c'est vrai qu'il faut quand même faire attention quand tu es entraîneur de dire ce genre de propos, surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, dans son équipe il y a des jeunes et des joueurs qui peuvent se sentir visés parce qu'il y avait beaucoup de joueurs d'origine africaine à l'équipe de Bordeaux à l'époque, et donc peut-être que déjà pour lui ça donne une mauvaise image et ils n'ont pas forcément envie de se défoncer comme on dit pour l'entraîneur par la suite et faire une saison avec lui.
Oui, c'est ça en fait. Il faut être, quand on est entraîneur, il faut être vigilant par rapport à sa communication, effectivement. Donc, à faire attention aux mots, à ne pas blesser même sa propre équipe. C'est clair que dans sa citation, il y a des mots qui n'auraient pas dû utiliser, qui sont totalement inappropriés. Gabriel, d'autres points sur notre ami Willy Sagnol? Non, on a essayé à peu près de faire le tour de la question. Comme je disais, c'était une maladresse. On va pas forcément le taxer de racisme, mais comme on dit, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Surtout quand on est entraîneur d'une équipe de foot et que c'est un peu la personne qui se fait le relais entre les joueurs et le public de par le fait qu'il fait des conférences de presse. Donc il faut faire assez attention à son vocabulaire. Et voilà. Après, c'est pas le seul dans l'histoire qui a dit des propos comme ça. On pourrait peut-être enchaîner sur des protopos de journalistes du style Thierry Roland. Oui. Après, il y en a qui trouvent ça trop drôle, ces citations. C'est vrai que je pense qu'il fait référence quand il parlait des Coréens, par exemple, ou d'autres. Oui, c'est-à-dire que, enfin, j'ai pas souvent regardé Thierry Roland, mais je me souviens qu'il disait cet arbitre qui vient de je sais pas où, je vois pas comment un Algérien peut arbitrer. Je sais pas si c'est un Algérien, mais peu importe. Enfin, des propos qui, quand même pris au premier degré, sont des propos racistes. Alors, est-ce que vous l'avez déjà entendu? Oui, bien sûr. Oui, quand Alors, j'étais petite. Est-ce qu'on s'en limite à ouais, c'est drôle et on se marre 30 secondes, ou est-ce qu'on se dit que plus profondément, il est aussi écouté par beaucoup de monde et ça légitime quelque part un certain racisme qui est même pas latent, là, il est exprimé. Ernestine. C'est vrai que quand on prend de recul, on peut, voilà, finalement, en prononçant ces mots-là, on fait pas forcément attention, mais quand on prend, et là, quand on prend du recul, c'est là on se dit, peut-être, est-ce que c'est pas, finalement, ce sont pas des propos plutôt racistes, et justement, Thierry Roland était aussi reconnu un petit peu pour ce côté provocateur, voire même en faisant, voilà, pas forcément en faisant attention à ce qu'il disait. Après, pour éviter un contre-argument qui va arriver, c'est vrai que lui, par contre, c'est un journaliste, donc il est censé quand même maîtriser son vocabulaire. Oui, il est encore moins excusable qu'un entraîneur. Après, moi, je peux pas trop m'exprimer parce que je serais pas objectif sur le sujet, parce que Thierry Roland, comme j'étais petit, ça a bercé mon enfance, c'est un personnage que je connais. T'as une certaine affection voilà, pour lui. Du coup, après, voilà, ces propos qu'il dit, c'est vrai que quand tu les écoutes avec le recul, c'est assez choquant. Mais après, voilà, lui, je crois qu'il avait été interrogé là-dessus. Il avait dit que quand il les avait dit à l'antenne, il avait dit ça, comme tu dis, pour faire un peu de provoque et de l'audience, mais qu'il n'était pas sur le fond racisme. Bon, après, ça, c'est lui qui le dit. Après, chacun a son interprétation. Moi, ça me fait plutôt rire sur le coup, même si... parce que est-ce que c'est du second degré ou pas? Après, c'est ça qu'il faut voir avec lui. Mais voilà, après, on peut trouver cet argument de dire que c'est un journaliste et que quand tu es journaliste, tu es censé quand même maîtriser ces choses-là et qu'il est encore moins excusable qu'un joueur. Il y a quelqu'un qui avait dit cet argument-là. Ça se défend, c'est sûr. Mais aujourd'hui, de toute façon, il est plus là pour se défendre non plus. Non, mais on le prend lui parce qu'il est emblématique. Je pense qu'on aurait pu prendre d'autres personnes. Il y a beaucoup de journalistes sportifs, surtout dans les matchs de foot parfois, qui sont très mauvais du fait que parfois c'est pas des spécialistes de foot qui forcément commandent des matchs. Parfois c'est le cas aussi. Donc il y a ça aussi comme problème sur certaines chaînes où c'est pas forcément des spécialistes. Donc des fois, après c'est pas des propos racistes qu'ils disent, mais ça peut être des incohérences ou on sent qu'ils connaissent pas assez le sujet. Quand tu es journaliste, il faut quand même maîtriser ces choses-là. Donc ça fait un truc global. Après, Thierry Roland, lui, s'y connaît, c'est en foot par contre. Pour généraliser plus sur le côté sport et racisme, il me semble qu'on pourrait aussi... Il faut être attentif à ce qu'on peut dire, par exemple, en athlétisme, où on a souvent des athlètes noirs plus que des athlètes blancs. Et là aussi, on n'est pas à l'abri de propos qui frôlent le racisme en disant qu'un blanc est le seul à réussir à courir dans la cour des noirs parce qu'il n'y a que les noirs qui peuvent faire ça, c'est les Éthiopiens, je crois, qui sont plutôt fameux sur les longues distances, et les Kenyans. Enfin, même si génétiquement ça doit pouvoir s'expliquer, il faut faire attention. C'est-à-dire, c'est ça qu'ils vont te dire, c'est qu'en gros, quand ils disent ça, c'est qu'en fait, c'est les faits, c'est le cas. Par exemple, pour Christophe Lemaître, c'est le premier blanc, entre guillemets, qui passait sous la barre des 10 secondes sur le 100 mètres. Après, quand ils l'ont dit, c'est parce que statistiquement, c'était le cas. Mais c'est sûr qu'après, quand tu dis ça, il faut le dire d'une façon... Enfin, ça dépend comment tu le dis à l'antenne. Si tu dis, en gros,
que les noirs forcément sont meilleurs parce que ils sont musclés, physiques et voilà. Après ça dépend comment tu le dis à l'antenne. Et de toute façon, d'une manière très générale, cette affirmation est totalement fausse, puisqu'il y a évidemment plein de blancs qui sont On plus est rapides d'accord. que des noirs. On est Bien d'accord. Ernestine, un commentaire là-dessus encore? Non, bah là, je vous rejoins dessus, effectivement. Je suis d'accord avec ça parce ouais. que c'était le cas là, c'était la première fois, mais ça se trouve dans 20 ans Ça va le se meilleur reproduire. coureur du monde ce sera peut-être un blanc. Ça Pour moi en fait c'est pas vraiment le physique de la personne, c'est le talent, la morphologie, Le plein de dopage. choses Oui, voilà. aussi, mais après voilà ça c'est un autre débat. Mais je veux dire dans d'autres sports il y a des blancs qui dominent l'argent. Après c'est aussi parce que t'as des sports qui sont plus développés dans certains pays, donc il y en a qui ont de l'avance, et c'est pas forcément parce que la personne est blanche, c'est parce que dans ce pays-là, il y a des infrastructures qui font que la personne va gagner. Donc des fois, c'est pas forcément ça. Après, t'en as qui disent que, que les Kenyans sont avantagés sur les courses de marathon parce que Parce qu'ils grandissent soi-disant, en altitude voilà, ils vont, aussi et que ils leur vont à l'école en oxygénation du courant, sang est les différente. infrastructures. Voilà, après, il y a aussi des blancs qui ont gagné des marathons, donc ça veut, voilà. Je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Ok, alors maintenant, après avoir disserté autour de notre philosophe Willy Sagnol, nous allons revenir sur des propos autour des valeurs que le sport, selon vous, doit véhiculer. Et question annexe, quelle place pour d'éventuels comportements ou propos racistes en sport? Ernestine, je vois que tu as envie de nous répondre. Ouais. Alors, moi, je dirais d'abord, justement, les valeurs qui font, en fait, tout simplement axées autour du respect, donc à savoir le respect des joueurs ou des sportifs. Enfin, s'il y a un corps arbitral, du corps arbitral, mais aussi entre supporters, donc que ce soit de sa propre équipe ou de l'équipe inverse. Je parle des sports co. C'est important. Et dans le respect, voilà, je pense qu'il y a plusieurs valeurs annexes. Donc la lutte contre la discrimination, la lutte contre le racisme, la xénophobie, etc., etc. Et donc, je pense que c'est le mot-clé qui doit être très important et qui doit résonner partout dans le monde, notamment encore plus lorsque il y aura les Jeux aux Olympiques et Paralympiques qui vont bientôt arriver. Mais c'est vrai qu'encore trop souvent dans les stades, on entend parfois dans les tribunes des mots, des propos qui sont qualifiés de, pas forcément racistes parfois, mais des fois homophobes Qui ou pourrait même antisémites. tomber sous le coup de la loi en plus. Bien Tout à sûr. fait. Donc c'est vrai que là c'est quelque chose qu'il faut essayer de régler, je sais pas comment, mais il y a eu des pays qui ont fait les choses drastiquement, comme l'Angleterre, t'en parlais tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure sur les hooligans, Tout à fait. on en Mais parlera c'est vrai après. que oui, Juste sur la place sur sur les les valeurs- propos là, pour moi, ils ont pas ces mots-là, donc racistes ou d'autres formes de discrimination n'ont pas leur place tout simplement sur un terrain de sport, que ce soit dans les tribunes, sur le terrain, et même tu disais donc respect des joueurs et des arbitres, mais aussi respect des joueurs entre eux et des arbitres avec les joueurs et l'inverse. Voilà, Donc, bien voilà, sûr. Donc là, on est toute la autour communauté. de la notion de respect dont parlait Ernestine. Est-ce que vous voyez d'autres valeurs associées au sport? le sport c'est le respect, la solidarité, la cohésion, le mélange aussi des cultures, de plein de choses. Moi, j'avais pensé, dites-moi si vous êtes d'accord, à la camaraderie, à la Oui, bien fraternité, au Bien sûr. partage. le collectif, toutes ces choses-là, le partage, exactement. Et aussi la compétition, bien sûr, mais ça fait partie du tout. La compétition. Alors, à quel prix faut-il faire de la compétition? Est-ce que ça peut aller jusqu'à avoir des tendances racistes? Compétition, c'est à des règles qui sont édictées et c'est en gros rester dans ces règles-là pour gagner un match. C'est-à-dire, si tu es le plus fort, tu vas gagner, donc c'est une compétition. Si tu t'es bien préparé pour un objectif et tu peux y arriver. Après, voilà, du moment que ça reste dans les règles, la compétition est possible. Après, bien sûr, si tu essayes de gagner par d'autres moyens qui sont la tricherie ou les insultes racistes ou autres, là, c'est sûr que ça sort du cadre. Et que là, il faut condamner, bien sûr. Mais c'est déjà le cas dans les règles du sport. Normalement, si un joueur dit quelque chose à un arbitre ou à un autre joueur qui est considéré comme raciste, normalement, il doit avoir des sanctions. Il n'y a pas que sportif. Et vous qui connaissez bien le milieu du sport, cette règle disant il doit y avoir des sanctions, généralement c'est appliqué ou il y a un certain laxisme? Attention, c'est appliqué pour le joueur. C'est-à-dire si un joueur va dire un propos à un arbitre, souvent l'arbitre fait un rapport et souvent il y a une commission qui ensuite condamne le joueur à 1, 2, 3 matchs de suspension, voire une amende. C'est déjà arrivé et c'est assez fréquent. Hein. Après, là où c'est pas appliqué, c'est dans les tribunes. Quand il y a des propos ou des choses comme on va reparler après, mais notamment en Italie aujourd'hui, où il n'y a rien qui est fait malheureusement pour éradiquer les hooligans. Là, par contre, il n'y a aucune sanction. Ou parfois, quand ça va vraiment loin, on peut fermer une tribune ou mettre un huis clos, comme c'était le cas à Marseille récemment. Il y a eu aussi ça au PSG et dans d'autres pays.
Des fois, il y a les huis clos, mais c'est pas toujours appliqué. Je sais pas, Ernestine, si tu as d'autres exemples. Ouais, après, voilà, effectivement, même c'est valable dans le sport, voilà, quel que soit le niveau, effectivement, c'est vrai que la difficulté vient au niveau des tribunes, parce que voilà, on peut entendre 2-3 noms d'oiseaux à gauche à droite, et c'est pas forcément appliqué. Donc là, l'accent doit être mis justement sur les tribunes. Oui, Tu Gabriel. fais bien de parler de quel que soit le niveau, parce que ça, c'est intéressant. Par contre, au niveau amateur, il me semble que parfois, c'est pas appliqué malheureusement. Non, Quand, bien sûr. et là, c'est le problème, c'est-à-dire que quand c'est un haut niveau et que c'est médiatisé, là, il y a des sanctions fortes, mais il y a eu des exemples où il n'y a pas eu de sanctions pour ces propos-là sur des terrains amateurs. Et parfois, ça finit vraiment des fois en bagarre générale, voire il y a déjà eu des morts, malheureusement. Oui. Dans ces Et trucs. puis même, finalement, ça a fini dans le terrain judiciaire, Oui, aussi. bien au-delà du sportif. Le livre qui est à la base de notre discussion ne s'intéresse pas qu'au sport professionnel, il s'intéresse aussi C'est au ça qui sport est amateur. intéressant. Et pour rester autour des valeurs, c'est que le sport, notamment pour les immigrés qui viennent, c'est souvent un des facteurs d'intégration ou Exactement. de socialisation. Bien sûr. Et c'est très intéressant. Donc, est-ce que là-dessus vous avez des choses à dire? Ah oui, Toujours plein. en se disant, est-ce que, Gabriel, je te laisse la parole tout de suite, est-ce que ça serait compatible avec du racisme et toutes les déclinaisons du racisme dont on a parlé précédemment? Non, mais oui, le sport est un facteur d'intégration, et bien sûr, dans plein d'exemples, il y a plein de jeunes qui l'ont dit, et des sportifs de haut niveau aujourd'hui qui ont dit que grâce au sport qu'ils pratiquaient, ils ont pu changer leur pratique et tout ça, et qu'ils ont appris énormément de choses par le sport à vivre ensemble avec d'autres, et dans tous les cas de société, hein, parce que souvent on prend l'exemple de l'enfant qui vit en banlieue dans une famille difficile et qui par le sport arrive à faire une carrière, mais c'est aussi l'inverse. Tu peux avoir un fils de bourgeois par exemple qui avait des préjugés sur un enfant qui est de couleur noire ou autre, et qui par le vivre ensemble et en vivant avec lui dans un club de sport peut changer son appréciation, et des fois ça marche, et c'est ça qui est bien dans le sport, c'est que souvent ça peut mélanger parfois des enfants qui ont des cultures totalement différentes, et parfois se rapprocher, et ça permet d'évoluer les choses. Et je voudrais juste rajouter un propos qui est un peu en lien, c'est quand même saluer au niveau du sport amateur, parce qu'ils disaient qu'ils en parlaient, du gros travail qui est fait par ceux qui encadrent les jeunes au football, qui font vraiment un gros travail là-dessus sur le racisme, enfin lutter contre le racisme et tout ça. Et ça, c'est assez bien. Il y a beaucoup d'éducateurs, comme on dit, qui disent en tout cas en parler aux enfants et faire la prévention là-dessus, de respecter l'adversaire, respecter les arbitres. Et souvent, c'est quand même assez bien fait, donc il faut le saluer. Si on revient, je laisse la parole juste après Ernestine sur un peu la définition de ce que c'est que le racisme. En fait, le racisme, c'est la peur de l'autre, la peur de l'inconnu. Par rapport à ce que tu disais, Gabriel, si très tôt, au moment de la socialisation, par le biais du sport, mais ça peut aussi être par le biais de l'école, par d'autres biais, on apprend aux gens à se côtoyer. Alors, ça ne veut pas dire forcément à s'aimer, mais à apprendre à se connaître. Ça devrait aussi montrer comment c'est contradictoire du sport et des valeurs. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse dire que le racisme est une valeur, c'est un comportement, et un comportement, à mon sens, à dénoncer. Donc voilà, juste pour préciser ça. Ernestine, pour enchaîner sur ce que disait Gabriel. Bah justement, effectivement, c'est pour ça qu'il faut insister justement du côté du sport, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, ça véhicule des valeurs assez importantes, hein, justement dans la socialisation et dans le vivre ensemble, hein. Donc c'est clair que c'est dessus, et même au-delà, on a parlé de l'école, donc ça, il n'y a pas photo là-dessus. C'est vrai que le travail doit continuer dans le monde amateur, notamment en fait dans toute la communauté sportive, hein, du simple joueur aux gens qui viennent assister justement au spectacle. Est-ce qu'on Donc, va parler de l'évolution entre le 19e et aujourd'hui ? Vas-y. Parce que là-dessus, c'est intéressant. Il y a aussi une évolution dans les équipes sportives de ce point de vue-là entre le début au 19e siècle et aujourd'hui. On peut prendre l'exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film Rasta Rocket, qui est très parlant, sur le racisme qu'il y avait à l'époque dans le bobsleigh, notamment avec l'équipe du Canada qui voit quatre Jamaïcains, c'est ça, arriver, et pour eux c'était pas concevable entre guillemets, et donc ça c'est un bon film qui montre entre guillemets le problème de l'époque qui était l'antisémitisme. Après il y a aussi le sport qui a été utilisé à des fins politiques, comme les Jeux Olympiques qui avaient lieu à Berlin en 36, en 36 quand Adolf Hitler était au pouvoir, avec Leni Riefenstahl qui prenait les photos et qui filmait. Et aussi la tête d'Adolf Hitler quand il y a un athlète de couleur noire qui gagnait une compétition. C'était Jesse Owens. Oui, exactement, j'allais en parler, qui lève le poing sur le podium. Ils sont deux à lever le poing, et le troisième qui
qui étaient de couleur blanche ne levaient pas le point. Enfin, il y a des exemples comme ça, mais il y a plein d'exemples. Mais après, est-ce que Je c'est vois pas une évolution plutôt positive pour moi de ce point de vue-là, entre le début du... Mais comme tout, hein, la société a aussi la évolué. société elle-même, mais a priori un peu moins raciste. Exactement, c'est pour ça. Enfin, la je sais pas société si elle est évolue. moins raciste d'ailleurs, mais en tous les cas, il y a moins le phénomène de colonisation qui Mhm. pouvait y avoir. On se rappelle que la décolonisation en Mhm. France, c'est les années 50-60. Hein. Ouais, voilà. Et ça s'explique aussi par le fait que les compétitions internationales, parfois Coupe du Monde, Coupe d'Europe, ça a aussi ces bons côtés-là, que ça permet de voir l'ensemble des nations du monde se côtoyer pour une compétition. Se rassembler. Et voilà, se rassembler. Et du coup, ça peut permettre à des gens qui avaient un esprit fermé sur leur territoire et tout ça, de voir qu'il y a d'autres cultures qui pratiquent un football différent, des choses différentes. Et ça permet aussi d'aimer une autre culture. Il y a plein de Français qui adorent... aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais l'équipe du Brésil, la façon dont elle jouait, avec un football assez offensif et tout ça, plutôt, et qui font aimer d'autres équipes de football que la nôtre, et parfois qui permettent d'ouvrir à d'autres cultures. Petite question provocatrice. Jean-Marie Le Pen, il a parfois dit Ah oui, ça, que... Alors on revient au football parce que même si le livre ne parle pas que du football, hein, comme je disais en introduction, mais c'est un peu un sujet facile parce que c'est très médiatique, il a un peu dit que l'équipe de France de foot, avec que des noirs, je ne sais pas s'il a dit noir ou nègre, mais il aurait été capable Ouais, il a de pas dire dit nègre, il en aurait été capable, ça représentait pas vraiment la physionomie de la France, hein, Ernestine. Ouais. Alors, C'est vrai, pas sur Le Pen en lui-même, c'est pas le débat ici, mais est-ce qu'en arrière-fond, de manière inconsciente, il n'y a pas des gens qui seraient très loin des thèses du Front National qui pourraient éventuellement penser ça? Ouais, en tout cas, l'idée peut, en tout cas, la phrase, ou l'idée peut, effectivement, on peut se poser cette problématique-là. Donc, C'est sûr qu'il a dit tous les joueurs ou une majorité. Parce Une que s'il majorité. dit tous les joueurs, déjà c'est une aberration parce que c'est faux. Dans toute C'est l'histoire, il n'y a impossible. jamais eu que des joueurs noirs dans Non, l'équipe. c'était sans doute une majorité, mais Ok. vous comprenez bien le sens. La France, aujourd'hui, si on regarde les statistiques de l'INSEE, elle est majoritairement blanche. C'est Majoritairement. Et- L'équipe... Non, mais je pose la question. L'équipe de France, elle est majoritairement noire, voire de plus en plus. Pas totalement, mais... À la 1,98, c'est la France Black Blanc Beurre, il y avait de tout dans l'équipe. Et c'est un peu aujourd'hui, c'est vrai, la France, c'est une France. Mais il qu'on dit semblerait métissée. qu'aujourd'hui, Métissée. alors moi je suis pas trop, elle est un peu moins métissée dans l'équipe de France. Oui, mais et- pour moi, ça me choque pas plus aujourd'hui qu'à l'époque où il y avait plus de. Ça dépend aussi des talents d'un moment. Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait plus de joueurs que Le Pen qualifie de noirs qui étaient meilleurs. Parce qu'on prend les meilleurs en équipe de France, c'est les meilleurs joueurs mais quand on regarde la totalité des joueurs français, on va dire, la totalité des joueurs de football français sur le territoire, je pense qu'il y a quand même une majorité de joueurs blancs. Après, c'est pas forcément les meilleurs à ce moment-là, donc c'est pour ça que en équipe de France, mais après, son argument est un peu grotesque parce qu'il y a d'autres corps de métier où tu peux avoir des gens d'une couleur plus qu'une autre. Voilà, bon, ça veut rien dire non plus. C'est vrai qu'on peut se poser de cette problématique-là, mais ça me gêne beaucoup aussi parce qu'effectivement, pour moi, voilà, quel que soit, que ce soit côté sportif ou pas, ce qui compte, c'est voilà, qu'on est parce qu'on parle de foot, mais qu'il y ait 11 talentueux joueurs. Après, Voilà, la couleur de peau, d'où ils viennent, franchement, je m'en fous. Parce que- L'essentiel, c'est qu'on Voilà. gagne l'euro et puis c'est pas Moi, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il y ait 11 noirs sur un terrain? Déjà, ils sont français, parce qu'à partir du moment où ils jouent pour l'équipe de France, c'est qu'ils ont la nationalité française. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt de faire des polémiques comme ça. Et d'ailleurs, ça a dérivé aujourd'hui. C'est plus Jean-Marie Le Pen, maintenant c'est Marine. Et elle accentue plus sur les joueurs binationaux qui ont une autre nationalité. Ça, elle en a fait des caisses aussi sur Karim Benzema, par exemple, qui est algérien et français, mais il y a d'autres cas. Et elle voudrait que ces joueurs-là soit ils choisissent un pays. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, parce que quand tu prends une équipe nationale, tu choisis un pays. Si tu joues soit pour l'Algérie, soit pour la France. Et quand tu as été sélectionné une fois pour un pays dans un match officiel, c'est-à-dire pas un match amical, mais un match qui compte, tu ne peux plus ensuite changer de pays. Donc déjà, il y a ce fait-là que, en gros, tu choisis. Donc déjà, son débat, il est un peu grotesque sur les binationaux et choisir. À partir du moment où le joueur dit il joue une sélection pour un pays, il peut plus changer après. Donc c'est encore des arguments plus pour faire du buzz et répondre à une certaine attente d'une partie de la population, de son électorat, que pour la réalité des choses. Donc, si je vous ai bien compris, les valeurs principales que doit véhiculer le sport, c'est le respect, la camaraderie, le sens de la compétition, la connaissance de l'autre. On est d'accord? Donc, à l'opposé du racisme. Totalement à l'opposé. Bah oui. Alors, ça va nous amener sur notre troisième question qui découle toujours du livre qui guide un peu nos débats.
on va venir maintenant sur les supporters. On va encore parler du foot et on va même parler du C'est PSG. un vaste débat, ça. C'est un vaste débat. Voilà. Donc, d'où vient cette haine raciste et antisémite des supporters qui ne sont pas des supporters, qui sont des hooligans. Donc, les hooligans, c'est les mauvais garçons. Alors, on en a beaucoup. Donc, ça vient d'Angleterre. On en a entendu parler en France et notamment au PSG il y a quelques années, puis on entend beaucoup moins parler parce que maintenant l'émir du Qatar est passé par là, a racheté le club. Et alors, c'est pas que ça, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment d'abord pour canaliser ces hooligans, et puis après, il y a eu aussi la dissolution des Boulogne Boys. Voilà, donc là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce nettoyage, où il y avait une vraie dérive raciste, où maintenant on voit qu'on boboise un peu les supporters ? Alors, Gabriel a l'air affligé, mais avant qu'il s'exprime, je vais laisser la parole à Ernestine. Ouais. Bah déjà par rapport à ce genre de choses, il faut savoir qu'aussi il y a eu la fameuse, alors je sais pas comment rappeler, mais Monsieur Leproux, donc Le plan Leproux, ouais. plan Leproux qui a fait que au niveau notamment des tribunes principales, Autun et Boulogne, Les deux places virages. étaient c'était un tirage, en fait c'était par tirage au sort. Maintenant il me semble qu'effectivement l'émir qatari est passé par là et que les choses sont calmées. Bon, quelque part c'est plus intéressant par rapport aux supporters, mais de toute façon sans les virages il n'y a pas photo, un match ne vit pas, ça s'est vu à Marseille malheureusement, mais encore une fois c'est parce qu'il y a une contrainte derrière de la LFP. Mais voilà, le but effectivement c'est que dans un match on puisse effectivement essayer de canaliser les choses en même temps en donnant un petit peu de souplesse quelque part aux supporters, mais sans trop abuser non plus, parce que malheureusement il ne faut pas oublier, derrière il y a la médiatisation, derrière il y a des règles, et derrière il y a la loi. Donc du coup, après c'est pour ça que le dialogue doit être très important entre les associations de supporters et le club, pour que le club puisse continuer à vivre en fait. Alors, un sujet intéressant, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Donc déjà, attention. Vas-y, on a du temps. Parce qu'on entend toujours les médias, parfois qui connaissent rien au sport, qui disent toujours la même chose. Ouais. Donc le PSG, sachant que c'est pas le seul club en France qui a ce problème-là et qui a été réglé, il y en a plein. Tu as cité Marseille, mais c'est pas le seul, tu en as d'autres aussi. Donc déjà, il faut le préciser. Je pense que la presse régionale parle peut-être des autres, mais la presse nationale étant à Paris, ça doit être un facteur qui explique qu'on parle plus Quand du tu parles de PSG. Paris et de Marseille, c'est les deux clubs qui vendent des journaux, donc déjà... C'est pareil, là je dirige, mais sur la crise actuelle de Marseille, ils en font des tonnes aussi pour vendre des journaux aussi. Revenons au racisme. Bref, revenons au racisme. Tu parlais des hooligans anglais. Pourquoi ? Parce que c'est le pays qui a créé le football déjà au 19e siècle. Et c'est un pays qui, en Angleterre, en Espagne et en Italie, c'est des pays qui vivent avec le football. En France, on parle souvent de la culture foot qui est moins... Enfin, dans la population, en Angleterre, c'est quelque chose de très important. Tu as des pères de famille qui vivent que de ça. Ils ont tous les maillots de leur équipe. Ils inculquent ça à leurs enfants. C'est une culture. Et du coup, il y a eu cet effet hooliganisme en Angleterre à cause de ça. Parce que là-bas, c'est le pays du football. On vit pour le football. Après, le hooliganisme, comme on dit, il faut faire attention. Tous les supporters ne sont pas hooligans, donc ça, il faut le rappeler. C'est une partie des supporters. Un stade de foot, ça représente vraiment la société en tant que telle. Il y a de tout dans un stade de foot. Le hooligan, dont on parle aujourd'hui, c'est son côté raciste, oui, voilà. xénophobe, c'est ça qu'il faut tout préciser. ça. Parce que souvent, tu as des gens qui pensent dans la société que tous les supporters de foot, c'est des sauvages, racistes, antisémites. En introduction, j'ai bien dit que les supporters étaient chauvins mais pacifistes. Exactement. Non, mais ça, je parle pas pour toi, je parle en général pour rappeler, parce que comme c'est une émission, il faut rappeler aux gens de faire attention à ces choses-là. Donc les hooligans, c'est une frange de la population. Dans un stade de foot, c'est comme la société, il y a de tout. Il y a des gens qui votent à gauche, qui votent à droite, il y a des gens, des pères de famille, tu as des chefs d'entreprise, tu as des agriculteurs, des ouvriers, tu as de tout dans un stade de foot et tout le monde se mélange. Donc ça aussi c'est bien parce que ça fait une cohésion. Tu peux très bien avoir une place, un chef d'entreprise qui est avec un ouvrier, parfois de la même entreprise. C'est déjà arrivé, notamment à Sochaux, parce que c'était une équipe qui a été construite par Peugeot, donc automobile. Les premiers clubs en France, c'est des clubs qui viennent des ports parce que c'était proche de l'Angleterre. Bref, donc revenons au sujet sur les hooligans. Certes, ça a été un souci, donc c'est une frange des supporters dans les tribunes qui, entre guillemets, parfois et même souvent, mettaient un peu le chahut en professant des propos racistes. On pourrait les assimiler aux casseurs pendant les manifestations un peu, si on voulait par faire exemple. un parallèle. Mais après, les casseurs, ils viennent à la fin. Les hooligans, ils sont là pendant tout le match et eux aussi, c'est des passionnés de foot, mais d'une façon un peu extrême, on va dire.
Comme tu l'as dit, en France, il y a des pays qui ont fait le ménage. En Angleterre, ça a été drastique. Maintenant, on parle plus de hooligan. Là-bas, ça a été fait d'une façon très simple. On augmente le prix des billets très fortement, ce qui fait qu'il y a des tranches de population qui peuvent plus venir au stade. Et il y a eu un ménage de fait en Angleterre, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des stades aseptisés pour les touristes. Enfin, je caricature un peu, mais avec des places très chères. Et par contre, tu l'as dit, le côté pervers de ça, c'est qu'il n'y a plus d'ambiance aujourd'hui dans certains stades. Pas à Liverpool, mais dans des stades comme Arsenal, Manchester City, par exemple. Je trouve qu'il y a moins d'ambiance. C'est pas des stades qui ont été des clubs qui ont été rachetés par des. Il y a ça, mais ça, c'est un Émirats. phénomène. Mais en Angleterre, il y a eu ce phénomène d'assainissement des tribunes avant le rachat des clubs. Au PSG, c'est un exemple aussi, tu l'as dit, avec le plan Le Pou qui a, entre guillemets, éradiqué carrément une association de supporters, les Boulogne Boys, et qui aujourd'hui, en fait, il n'y a plus vraiment d'association. Tu peux être que par 3. Et tu vas avoir que 3 places côte à côte, pas plus. Ce qui fait que voilà, au Parc des Princes, qui était un stade où il y avait énormément Que tu d'ambiance, connais bien. qui était un chaudron où il y avait beaucoup d'ambiance et c'était assez beau à voir. Donc ça, c'est le bon côté, c'est que ça avait un stade avec de l'ambiance qui fait peur à l'adversaire quand il est sur le terrain. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Après, le point positif, c'est que pour certains, ils disent que maintenant, il n'y a plus de débordement. Les supporters sont calmes, c'est pas les mêmes populations, c'est vrai. Mais le côté négatif, c'est, comme tu l'as dit, c'est que c'est poussé à l'extrême, ce plan, jusqu'à tel point que moi, comme je travaille là-bas, je peux te donner un exemple, c'est des familles où carrément, comme on ne peut plus vendre 3 places quand ils arrivent à 4, et ben, tu as l'enfant qui est d'un côté et les parents à l'autre bout de la tribune, totalement incohérent. Parce que maintenant, à cause de ces réglementations-là, on peut mettre que 2 ou 3 personnes côte à côte, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, même dans un public calme, tu as des enfants qui sont séparés de leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à côté. C'est un exemple. Mais... Ouais, bah, je trouve ça vraiment bizarre. Enfin, je trouve ça très très bizarre. Enfin, la moindre des choses, effectivement, c'est de protéger justement les familles qui viennent au stade, hein, parce que le but, c'est aussi de permettre à certaines populations de retourner au stade. Et si on se permet, enfin, s'il y a des clubs qui se permettent de faire ça, je trouve ça juste pas normal, quoi. Et l'effet inverse aussi, c'est les préfets qui parfois ont des préjugés sur certaines équipes et qui mettent des arrêtés qui sont totalement grotesques sur le PSG, mais sur d'autres équipes aussi. Par exemple, des supporters qui n'ont pas le droit de faire un déplacement dans un stade juste parce qu'ils ont un ticket, parce qu'ils appartiennent à une équipe. Donc c'est aussi discriminant parce que eux, ils font l'amalgame de tous les supporters sont des hooligans. Et ça, c'est pas normal. C'est dommage et c'est triste. Surtout qu'ils savent très bien, les supporters qui, entre guillemets, il y a des caméras dans les stades, on sait très bien les supporters qui posent problème. Dans ces cas-là, autant éradiquer cela et pas faire tout un. Enfin, de pénaliser le reste, en fait. Puisqu'on parle un peu d'histoire, donc revenons avant la dissolution des Boulogne Boys, quand ils existaient. Est-ce qu'un danger de tel groupe, qui était raciste, ils étaient connus pour ça, ces supporters-là étaient, me semble-t-il, majoritairement blancs? Oui. Donc, est-ce qu'une des raisons qui ont poussé à dissoudre l'association, c'est qu'on imagine des groupes de Boulogne Boys et des supporters noirs non Boulogne Boys qui se retrouvent au milieu, ils peuvent se faire lyncher. Parce que, pour peu qu'ils soient supporters de l'équipe adverse, allons-y jusqu'au bout, parce que j'ai l'impression que pas grand-chose les arrêtait, ces gens-là. Déjà, dans les Boulogne Boys, attention, là encore, c'est une minorité des Boulogne Boys qui était très extrême, parce que c'est une tribune entière, les Boulogne Boys. Il y a des gens dans les Boulogne Boys, des gens que je connais d'ailleurs, abonnés, qui sont absolument pas racistes. Donc, il faut nuancer. C'est une partie qui était la tribune basse à droite. Moi, je parle de ceux qu'on qualifie de hooligans, donc de racistes. Donc, tu disais ça, donc ça, c'est juste pour préciser. Après, oui, certes, dans cette tribune, c'est vrai, la majorité des abonnés étaient plutôt de couleur blanche de peau. Mais il y avait avec le crâne plutôt rasé. Je suis dans le alors stéréotype. Ça c'est pour la minorité, attention, c'est pour la minorité, mais dans l'ensemble de la tribune il y avait des gens qui n'étaient pas du tout crâne rasé. Ouais, ceux qui posaient problème c'était la minorité justement. Oui. Après, c'était quoi la deuxième partie de la question? Parce qu'il me semble qu'en fait... Est-ce qu'il n'y avait pas un risque il y a eu une dissolution, mais le vrai risque... Et pourquoi il y a eu une dissolution? C'est parce qu'il y a eu un supporter qui est mort il y a quelques années. Et pendant des années, il y a eu des débordements et jamais rien n'a été fait. C'est vraiment quand il y a eu l'accident du supporter mort qu'il y a eu ce problème-là. Donc pendant longtemps, il n'y a pas eu de... Et c'est le problème, c'est que en fait, il y a les deux excès. Il ne faut pas trop être trop répressif parce que c'est pas productif. Il ne faut pas trop laisser faire non plus. Il faut avoir un entre-deux où en gros, on permet aux gens de faire la fête, d'avoir des associations de supporters parce que c'est important pour faire vivre un club, mais que tout ça soit bien encadré et pour pas qu'il y ait débordement. En fait. Ernestine ? Oui, pour aller plus loin, ça permet, comme je le disais, de permettre à d'autres personnes d'aller en confiance au stade. Après, tout dépend du tarif appliqué. En Angleterre, oui, c'est vrai que les tarifs sont assez chers. Donc après, même au PSG maintenant, c'est cher. Même au PSG, ce qui est dommage. Mais après,
il y a d'autres, il n'y a pas forcément que les clubs, il y a aussi Non. la fédération. Au niveau de la fédération, les tarifs sont plutôt intéressants. Et bon, Oui. après, le système de billetterie est aussi plutôt intéressant. Pareil, l'euro, exactement la même chose. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui reviennent aujourd'hui au Parc des Princes. Bon, je prends l'exemple du PSG parce qu'on en parle, qui disaient qu'avant, oui, ils avaient un peu peur parfois d'aller au stade par les médias qui disaient qu'il y avait des gens dangereux dans le stade. Donc ça, c'est vrai Les qu'aujourd'hui, médias il y a- le disaient, mais il y avait une réalité oui, aussi. il y a une hein. réalité. Comme j'ai dit, à nuancer parce que c'était pas tous les supporters, mais il y avait une partie. Heureusement, parce que quand il y a 10 000 personnes, si c'était Voilà. 10 000 Mais, comme mais ça, après, ce quand serait tu vraiment regardes inquiétant. dans l'histoire des Boulogne Boys, en soi, il n'y avait jamais vraiment, à la fin des matchs, de personnes de couleur noire qui se sont fait tabasser. Souvent, c'était des bagarres entre clubs de supporters. Et tu avais aussi le problème Il y entre avait la tribune éventuellement Auteuil et la quelques tribune Boulogne. insultes vis-à-vis des Oui, joueurs, ça, par contre, oui, bien salle sûr. noire ou des choses comme ça. Et je sais pas si on va en parler, mais il y a le problème de l'Italie. Il y a des pays qui ont, par exemple, pas encore fait ce travail d'assainissement des tribunes. Et en Italie, c'est très grave parce que les tribunes sont vraiment gangrénées par les mafias, par les groupes politiques. Et là-bas, il y a même des joueurs noirs qui ont reçu des bananes sur le terrain ou des cris de singe. Et parfois, les arbitres n'ont pas arrêté les matchs. Parfois, ça a été fait. Mais en Italie, malheureusement, c'est un des derniers pays en Europe qui n'a pas fait ce travail d'assainissement de ses tribunes. Et là-bas, les hooligans sont très puissants. Et parfois, ils contrôlent même certaines fois les clubs. Donc, Et ça, si c'est je- enfin les clubs, ils contrôlent les tribunes. Et ça, c'est si dangereux. je comprends bien ce que tu nous dis en disant en Italie, ils l'ont pas fait, il faudrait qu'ils le fassent. C'est une bonne chose que ça ait été fait en France. On peut pas se permettre de Non, laisser trop C'est ce que dériver. je te disais, c'est-à-dire qu'il faut un juste milieu. C'est une bonne chose, mais dans certains cas, pour moi, ça a été fait de façon trop extrême, dans l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Parc des Princes, il y a des. Après, le président a dit qu'ils allaient assainir un peu le système. Mais il y a une chose qui fait qu'aujourd'hui, ça a été trop poussé. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiance et il y a ces problèmes d'incohérence que j'ai expliqués avec les places. Donc il faut trouver un juste milieu. Il faut bien sûr condamner les supporters qui viennent au stade, pas pour supporter leur équipe, mais pour plus, on va dire, tenir des propos qui sont inacceptables sur un terrain de sport, comme en dehors d'ailleurs, pour moi. Et donc du coup, voilà, il faut quand même faire quelque chose, je suis d'accord, mais il faut toujours que ça soit bien fait et que ça reste dans un cadre légal. Ouais, non, c'est clair. Bah, là, je te rejoins dessus. Sur l'Italie, on est effectivement, d'accord, hein, ouais, on a c'est vu sur plein de- l'Italie. Et puis même pour aller plus loin, il y a justement une loi qui vient d'être, je crois, qui est passée à l'Assemblée justement justement pour cadrer encore une fois les supporters, justement, bon, qui est plutôt, voilà, justement, qui restera un tout petit peu, mais qui permet justement bien, de cette cadrer un petit peu, voilà, justement, le comportement des supporters, notamment sur les interdictions de stade. Je sais qu'ils veulent prolonger, enfin, ils veulent augmenter la durée des interdictions. Parce que le problème, quand on est trop extrême dans l'effet inverse, c'est que ça détruit aussi l'identité du club et la culture du club. Ouais, bien sûr. Parce que beaucoup de clubs ont des cultures différentes et parfois même des orientations politiques différentes. Mais bon, ça, le sport, c'est très vaste. Hein, ça. Comme j'ai dit, c'est l'ensemble de la société. Et du coup, quand on va trop dans la répression, ça peut aussi détruire l'identité du club et parfois c'est mauvais. Parce qu'il y a des gens qui vont au stade depuis 30 ans parce qu'ils s'identifient à un club pour certaines valeurs qui peuvent parfois, avec ces plans-là, être remises en cause. Et ces gens-là ne s'identifient plus à leur club et parfois ils vont plus au stade ou ne supportent plus cette équipe-là à cause de ça. Donc ça peut aussi avoir cet effet pervers. Voilà, ainsi se termine notre débat sur le racisme dans le sport. Et on a parlé plus particulièrement du foot, mais je vous invite à lire le livre Sport en France à l'épreuve du racisme du 19e siècle à nos jours, qui permettra aux auditeurs d'en savoir un peu plus que les C'est très vaste. projets qu'on a pu aborder. Parce qu'on peut parler de plein d'autres sports, comme tu disais, où il y a même des... Enfin, peut-être on fera une autre émission là-dessus, mais c'est vachement intéressant. Il y a des sports où il y a encore des problèmes de racisme, Ouais. d'autres où ça a été réglé. Voilà, bref. On va pas Donc, le temps tournant, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission où nous conseillerons idées de sortie, de distraction ou de lecture. Et je crois même que, pour certains d'entre nous, on reviendra vers le sport. En attendant, voici une courte pause musicale. Je vous propose d'écouter un extrait de Footballistiquement Incorrect de Falco, un petit morceau de rap. On se retrouve juste après avec Ernestine et Gabriel. On veut tous la carrière de l'Unis. La vérité, c'est qu'on est plus proche de Rifle que du Bayern de Munich. Ça agit, ça parle pas en théorie. Du Ketama et de la c'est ce que ça dit l'eau riche. Car on a trop pris exemple sur Ferrara et pas assez sur ce putain de Zlatan Ibrahimovic. À tous les postes, on devient parano. Et ça défend à fond, pourtant nos pères ne s'appellent pas Ramos. Nos rondas rentrent avec des rhumatismes. Car ils jouent dans le bâtiment et pas pour Manchester United. L'été la grave, ça combat sa rame. Mais on reste fidèle au rap et comme un turc au gala.
Galatasaray, à qui s'identifier. Luyundula, ça passe bien sur un terrain mais pas sur une carte d'identité. Les big rappeurs comprendront cette phase. On fait la passe en retrait pour toucher la retraite de David Beckham. Face aux stars trop sauves, ici on vend de la frappe. Pourtant personne n'a pied droit de Paul Scholes. Nos darons sont tous des fans d'Omar Sharif. Nous c'est côté match, surtout si l'attaquant s'appelle Arshavin. Gifle-le, c'est ton petit frère, fais la femme. On supporte la Madeleine comme les Marseillais supportent Ben Arfa. Engagement dans le rond central, on apprend l'anglais pour les touristes, pas pour jouer aux côtés de Frank Lampard. C'est pas le ballon mais la poulette que l'on fait rouler. On se moque en 4ème vitesse, tout comme Wayne Rooney. Ça s'entraîne ces temps-ci et ça joue beaucoup sur les ailes, car les stars sont souvent sur la défensive. De retour pour les propositions culturelles du jour avec toute l'équipe Délivrez-vous. C'est une carte blanche libre et sans contrainte. Seul objectif, intéresser nos auditeurs, les inciter à suivre nos choix. On se retrouve après le jingle. Délivrez-vous. Deuxième partie. Les propositions culturelles de nos chroniqueurs. On commence avec Ernestine. Que vas-tu nous conseiller comme premier conseil? Un livre, un film, une expo, un musée? On t'écoute, je crois que c'est un film. Alors pour commencer, effectivement, un film pour aller un peu plus loin dans le cadre du livre que tu nous as présenté. Donc c'est un film qui est sorti il y a 16 ans justement, où on va parler aussi sport et racisme. Donc le titre s'appelle Le plus beau des combats. C'est un film de Boaz Yakin avec justement la participation de Denzel Washington. Et donc en fait c'est un film produit par Jerry Bruckheimer, hein, c'est lui qui a fait notamment Les Experts, et il se base justement de faits réels. Et donc en fait justement c'est des étudiants noirs qui sont intégrés dans un lycée en fait d'Alexandria en Virginie, et en fait jusqu'alors c'était un établissement réservé aux blancs. Et donc en fait ça a permis d'exacerber les tensions sociales justement qui existaient déjà dans cette certaine communauté. Et du coup cette approche là se fait au niveau du football américain, parce que c'est un sport qui est très très populaire là-bas, et donc on a introduit ces personnes-là pour permettre justement de créer justement du vivre ensemble avec tout le monde. Donc il y a eu encore des différences entre justement ces personnes-là, mais justement le but c'est d'inculquer du respect. Donc voilà, c'est un film qui permet d'illustrer un petit peu quelque part le bouquin dont on a parlé en première partie. Ce qu'on a parlé en première partie. Donc le premier conseil, c'était Le plus beau des combats. On passe à Gabriel, je crois qu'on va en Normandie. Oui. Alors Donc, d'abord à Caen, c'est ça? Ouais. On va parler du mémorial de Caen, donc, qui a été inauguré en 87 par le président François Mitterrand et le Premier ministre Jacques Chirac à l'époque. Et donc c'était un mémorial, donc c'est un musée en fait, un très grand musée qui a été inauguré à cette époque-là et qui parle bien sûr de la mémoire, du devoir de mémoire sur la guerre, plus particulièrement la Seconde Guerre mondiale, mais le musée commence avant. C'est un musée qui a à peu près 4 parties. La première qui est sur l'après-première guerre mondiale, le traité de Versailles et les prémices de la Seconde Guerre mondiale avec la montée des totalitarismes et tout ça. La deuxième partie qui est plus liée à la Seconde Guerre mondiale en tant que telle, et il y a aussi un film sur le débarquement en Normandie parce que c'est la région. Et la dernière partie de la salle qui est sur l'après-Seconde Guerre mondiale et la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, donc les vainqueurs entre guillemets de la guerre. Et puis tu as aussi une visite d'un bunker pour montrer l'intérieur d'un bunker, comment c'était, donc plutôt du côté allemand, pour défendre entre guillemets le territoire par rapport au débarquement. Alors quelle impression quand on visite ce musée? Alors moi ça m'a plutôt agréablement surpris parce que en tant qu'historien, souvent on aime bien voir dans les musées si c'est bien fait ou pas, s'il y a des choses qui sont bien ou pas. Et je trouve que c'est très bien agencé. On descend dans les sous-sols, on remonte, et c'est un parcours qui est plutôt intéressant. Et c'est aussi très adapté. T'as les textes pour les enfants qui sont à leur hauteur, qui sont beaucoup plus synthétiques. Et t'as aussi les choses pour les adultes. Donc c'est vraiment bien fait, on sent qu'ils ont pensé à tout leur public.
Tu as aussi des livres qui sont donnés pour les classes, pour les élèves, avec des questionnaires à remplir et des choses où ils doivent chercher dans le musée. Donc c'est assez bien fait. Bien sûr, il y a aussi les autoguides, comme d'habitude, dans les musées pour les touristes et pour aussi les Français qui veulent écouter. J'en ai pris un pour voir ce qu'ils disaient et c'était vraiment assez intéressant parce qu'ils donnent des éléments intéressants. Il y a très peu de fautes historiques, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment fait un gros travail de recherche. Ils ont montré aussi des archives d'époque. On voit des films avec des images qui ont été tournées à l'époque. Il y a aussi certaines qui sont des reconstitutions de films, mais c'est vraiment bien fait. Et ça draine vraiment toutes les époques. Il y a l'entrée en guerre, la montée du totalitarisme. Il y a aussi la solution finale d'Hitler. Tu as aussi même des aspects moins connus de la Seconde Guerre mondiale, comme les Japonais qui attaquent la Chine et puis ensuite qui rentrent dans la guerre. Donc c'est vraiment un musée, je trouve, qui m'a vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien et qui est vraiment très bien fait, intéressant. Et en plus, c'est par salle. Le billet, en fait, est valable la journée, 24 heures. Donc tu peux même revenir le lendemain matin. Par exemple, si tu viens à 16h ou à 14h, tu peux faire sur 2 jours. Et donc il y a des salles qui sont vraiment différentes, c'est 4 blocs. Par contre la visite est longue, ça peut durer 4 heures, enfin, c'est au rythme des gens qui veulent tout voir ou tu peux faire ça plus vite. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant et je conseille aux gens dont le thème intéresse ou qui veulent apprendre à leurs enfants un peu la Seconde Guerre mondiale à aller à ce mémorial parce que je trouve qu'il est vraiment ludique et bien fait. Donc c'était le mémorial de Caen. Et Marc, quel est un des conseils culturels du jour ? Alors, puisque tu parlais de François Mitterrand qui avait inauguré le mémorial de Caen, je vais proposer une BD qui s'appelle Mitterrand Requiem, l'auteur Joël Khaled, l'éditeur Le Lombard. Alors c'est une BD qui va mettre en scène François Mitterrand, qui est un ancien président de la République vieillissant. Il est au crépuscule de sa vie, il est en Égypte, à Assouan, à l'hôtel Old Cataract. C'est le mois de décembre 1995. Il est parti là-bas avec Mazarine et Anne Pinjot. Et donc il sait qu'il va mourir, puisqu'il a son cancer de la prostate. Une année avant de quitter l'Élysée, dans ses derniers vœux aux Français, il avait dit « Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous oublierai pas ». Phrase mythique. Voilà, tout à fait. Et donc là, en fait, dans la BD, au graphisme assez simple, c'est Mitterrand qui va se retrouver confronté à sa conscience et à Anubis, le dieu de l'Égypte antique. Et à partir de cette mise en scène, en fait, il va se pencher sur son passé et les différentes étapes. Alors, il y a sa jeunesse, il y a Vichy, il y a Pétain, il y a la résistance, il y a l'ambition politique, il y a le moment où il est ministre de la Justice, le moment où donc il va amener à la guillotine un certain nombre d'Algériens. Il y a plus tard, quand il sera élu, quand il va abolir la peine de mort. Il va avoir dans la BD des gens qui vont le hanter un petit peu. Il y a Jaurès, figure mythique du socialisme. Il y a Jean Moulin, par rapport à son rôle pendant la guerre. Il y a ses fantômes à lui, ça va être Pierre Bérégovoy, François de Grossouvre, ceux qui, pendant son mandat, se sont suicidés. Et voilà, et donc c'est tout ça qui est mis en scène par un jeune dessinateur qui est de la génération Mitterrand, donc il avait l'âge de voter au 2e mandat de François Mitterrand. Et donc on sent à la fois une tendresse et une certaine fascination pour le personnage, et en même temps quand même une distance. Il n'occulte pas les zones d'ombre, il essaye de les interroger, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ça montre toutes les facettes du personnage qui était fascinant, qu'on appelle caméléon, parce qu'il avait plein de... Et c'est vrai que c'est intéressant comme BD. Donc je vous conseille Mitterrand Requiem. On revient à Ernestine pour son 2e conseil du jour. Alors le deuxième conseil, c'est en ce moment sur vos écrans, notamment si vous regardez les matchs d'Europa League, même la publicité, les pages de pub, l'Europa League, la Ligue des Champions, est très donc maintenant moins de 52 jours. L'Euro 2016, c'est cette campagne en fait de communication autour justement du respect. Donc on en a parlé tout à l'heure, et notamment le nouveau film publicitaire qui est sorti, c'est justement on voit des footballeurs
joueurs, voilà, de quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, etc., avec des gens lambda. Et en fait, donc en fait, c'est filmé de façon à ce que le regard ne change pas, en fait. C'est-à-dire on voit les yeux, c'est très concentré au niveau du visage, ce qui fait que ça donne une belle impression justement au niveau de la réalisation. Et donc en fait, c'est axé autour de ça. Et justement, l'UEFA, ça fait maintenant des années qu'ils sont dessus, c'est fait justement sortent des campagnes de communication autour du respect justement, et c'est une des valeurs, vous savez, pour faire en sorte que le sport reste une fête, un moment convivial et qu'on puisse partager tous ensemble. Donc voilà, cette campagne de communication est encore valable et sera encore valable pendant l'Euro 2016. Voilà, je le dis parce que je sais que voilà, je connais des gens qui travaillent au volontariat pour l'Euro, et je sais qu'il va y avoir encore un effort de fait dessus, d'autant plus parce qu'il va y Cette avoir... campagne, on la voit où? Sur des affiches, sur Internet? Alors, sur Internet, a priori sur Internet, comme sur le site de l'UEFA, et justement pendant les matchs de foot, notamment de Ligue Europa et de la Ligue des Champions, il y a des pages qui organisent l'Euro. Gabriel, puisque tu as la parole, je crois qu'on retourne un peu en Normandie, à Bayeux. Oui, c'est le voyage initiatique en Normandie. Donc Bayeux, très connu Bayeux pour sa tapisserie de Guillaume le Conquérant notamment. Donc justement, je suis allé voir le musée qui renferme la tapisserie de Bayeux de Guillaume le Conquérant. Tapisserie très bien conservée d'ailleurs. Donc les points forts, c'est que je trouvais que donc là, on est obligé d'avoir un audio guide par contre, sinon tu comprends pas vraiment, parce qu'il t'explique détail par détail. Il y a à peu près, je crois, 35 points où il t'explique point par point le déroulé de l'histoire. Après, il y a des mots latins parfois qu'on retrouve. Quand c'est écrit en latin, tu peux comprendre quand il te l'explique. Et du coup, ça, c'était très bien expliqué. C'est vraiment la description en détail de toutes les parcelles de la tapisserie, donc son histoire. Le point faible, c'est que je trouve qu'au début, ils n'insistent pas assez sur qui a fait cette tapisserie, pourquoi, dans quel matériau et pourquoi, qui était le commanditaire. Donc ça, c'est pas assez expliqué dans le musée, ce qui est dommage. Mais dans l'ensemble, je vais quand même retenir que c'est très bien fait, encore une fois, au niveau de l'audio guide, et tu comprends vraiment l'histoire et c'est bien suivi. Donc la tapisserie de Bayeux. Et voilà, et par contre la partie qui manquait, tu la retrouves dans la librairie, mais tu es obligé d'acheter le livre pour comprendre ça. Donc ça, c'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu, surtout que ça dure pas longtemps, parce qu'en fait tu marches tout du long, ça va assez vite, le long de la tapisserie. Tu suis la tapisserie, donc ils auraient pu au début prendre 5 minutes pour expliquer le détail. Donc ça, c'est dommage. Et toujours à Bayeux, ce qui est intéressant aussi, c'est la cathédrale, parce que je trouve qu'elle est très jolie du fait qu'elle a gardé son côté roman et son côté gothique, et tu vois l'évolution à l'intérieur, la crypte en bas qui date de l'époque de Guillaume le Conquérant, et ensuite la partie romane qui est toujours visible, et la partie gothique au-dessus. Donc c'est une assez jolie cathédrale pour voir, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'art, les différentes strates de cette cathédrale qui lui ont rendu un charme assez bien, je trouve. Et donc c'est aussi ce qui m'a plu dans cette ville. Donc si vous allez voir la tapisserie, n'hésitez pas à aller voir la cathédrale, parce que c'est bien expliqué et elle est vraiment bien pour comprendre l'évolution dans le temps entre l'art gothique et l'art roman. Et Marc, quel est ton autre conseil culturel? Alors, on va aller au cinéma voir un film a priori pour les enfants, mais les adultes, allez-y quand même. C'est Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré. Alors Christophe Honoré, généralement sa filmographie est plutôt une filmographie pour adultes. Il a beaucoup travaillé avec le chanteur Alex Baupin, qui d'ailleurs signe la bande originale des Malheurs de Sophie, mais il est aussi auteur de livres et aussi notamment auteur de livres pour enfants. Donc Les Malheurs de Sophie, c'est inspiré de La Comtesse de Ségur. Je ne sais pas si vous avez lu ça quand vous étiez petit. C'est inspiré de 2 livres, Les Malheurs de Sophie et Les Petites Filles Modèles. Alors je vous raconte rapidement le film. Il y a 2 temps, 2 parties. La première partie, Sophie avec ses amis, son cousin, et c'est une gamine absolument détestable, espiègle, elle a sa bonne, elle fait les pires bêtises possibles. Alors une scène très drôle, c'est quand elle va découper les poissons rouges de sa maman avec des ciseaux, et puis elle va les cacher à sa bonne va tomber dans les pommes. C'est délicieusement pervers comme peuvent l'être les enfants. Sa mère est jouée par la belle actrice iranienne, alors j'espère que je vais bien prononcer son nom, Golshifteh Farahani. Gabriel ? Le nom, ça va. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Bon, je vous passe toutes les aventures. Puis il y a une deuxième partie où la famille va partir en Amérique. Elle va faire naufrage.
Mais la petite fille, Sophie, va survivre. Puis elle va revenir plus tard en France, dans leur grande demeure, avec une marâtre, une belle-mère, jouée par Muriel Robin. Elle est sadique et acariâtre. Bon, là, il y a aussi des scènes que je ne peux pas vous raconter. Enfin, si, je pourrais vous les raconter, mais ne prenons pas trop de temps et je ne voudrais pas trop dévoiler ce qu'il y a dans le film. C'est vraiment très bien joué. Et alors, quand j'étais dans la salle, il y avait quelques enfants. Ça plaît beaucoup aux enfants, c'est très drôle. Mais je pense qu'il y a aussi une lecture que peuvent faire des adultes que ne verraient peut-être pas les enfants. Je pense que c'est vraiment réjouissant de cruauté enfantine, en fait. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie d'y aller. Je crois que Gabriel voulait proposer, dans la suite de ses vacances, un dernier conseil, une virée touristique à Honfleur. C'est ce que tu nous disais en introduction. Non, bah oui, c'est vrai que la ville d'Honfleur, elle est assez connue parce que c'est une ville assez jolie qui a gardé son cachet. C'est un petit port. C'est un peu en face du Havre qui est pas beau du tout, c'est ça? Enfin, beaucoup plus industriel en tous les cas. Industriel. Mais la ville d'Honfleur, c'est une ville qui est développée quand même déjà sur le commerce maritime, puisque il a participé comment on appelle ça, au commerce triangulaire à l'époque, qu'il a un peu enrichi aussi, donc il faut le dire, c'est vrai. Et c'est quand même le deuxième port français pour tout ce qui est bois, donc c'est assez bien développé. Et avec le Grand Paris aujourd'hui, Honfleur compte moderniser encore et agrandir un peu sa surface, parce qu'on rappelle que le Grand Paris, ça permet au port dans l'estuaire de la Seine de grandir. Donc voilà, Honfleur, c'est vraiment pour un week-end une ville sympa, pas trop grande, pas trop petite non plus, avec vraiment, elle a gardé son cachet de ville où on voit vraiment les maisons, l'habitat de l'époque qui n'a pas trop été, on va dire, détruit par la guerre. Voilà, par la guerre, c'est vrai, c'est une ville qui a été préservée, et non plus par la bétonisation qui a été faite ensuite, et le maire a voulu garder les hauteurs de la ville boisée, donc ça donne en plus ce cachet de beaucoup d'espaces verts, qui n'est pas le cas sur les autres villes de Normandie, comme à Deauville ou à Trouville, où là, il y a beaucoup d'habitations sur l'ensemble de la côte. Donc voilà, ça garde vraiment son cachet, c'est assez sympa. Donc si les gens veulent faire un week-end prolongé là, comme la semaine prochaine, Honfleur est une bonne destination. Et Marc, tu as peut-être encore un conseil culturel. Un dernier conseil, un ballet vu à l'opéra assez récemment, Roméo et Juliette. 2h30, 3h de plein bonheur. Donc c'est l'histoire de l'amour impossible entre Roméo et Juliette, les Capulet et les Montaigu. C'est inspiré de la pièce de William Shakespeare, une chorégraphie somptueuse de Rudolf Nureyev. Alors le soir où je l'ai vu, la distribution, Roméo était joué dansé plutôt, par Hugo Marchand, et Juliette par l'étoile Dorothée Gilbert. La musique est de Serge Prokofiev, les décors magnifique comme souvent à l'Opéra de Paris. On retrouve deux couleurs, c'est-à-dire pour bien différencier d'une part les Capulet, d'autre part les Montaigu. On a ceux qui vont être plutôt habillés en rouge et ceux qui vont être plutôt habillés en vert. Alors la chorégraphie est particulièrement impressionnante dans ce ballet-là sur les scènes de groupe qui sont splendides avec deux passages. Il y a une danse des poignards entre les serviteurs de Roméo et puis la danse des drapeaux qui, pendant 4 ou 5 minutes, il y a des drapeaux qui virevoltent. Donc c'est des moments très masculins du ballet, mais après le reste du ballet, évidemment, il y a Juliette, il y a tout un passage qui se passe dans une chapelle quand ils vont prendre à tour de rôle le poison, qui n'est pas vraiment un poison, mais qui est un élixir qui permet d'endormir. Et puis après, c'est aussi un ballet dramatique, comme l'est l'histoire de Roméo et Juliette, qu'on a vu de manière plus moderne aussi dans West Side Story, qui n'est que la transposition entre les Sparks et un deuxième gang à New York de cette histoire des Capulet et des Montaigu. Pour rappeler les dates peut-être jusqu'à quand? Alors je suis pas sûr que ça se joue encore, il y a peut-être encore quelques représentations, mais je crois qu'on est malheureusement à la fin, mais ça doit se voir sur internet et oui. Peut-être s'y reviendront. Et puis régulièrement c'est reprogrammé à l'Opéra de Paris, donc pas de souci. Voilà, on arrive au terme de ce 9e numéro des Livrez-vous. Je tiens à remercier mes chers chroniqueurs qui m'ont brillamment accompagné, et notamment Ernestine qui était là pour sa première dans cette émission. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez apprécié notre débat, nos propositions culturelles. Je vous donne rendez-vous à très vite sur la 7e chaîne pour le 10e numéro des Livrez-vous, où il sera question de la place grandissante des people dans notre société médiatique. Ciao et à bientôt. Au revoir. Au revoir.